C'est bon? On peut... Oui. Voilà. C'est bien? Eh ben voilà. Allez, on y va. C'est bon. Bien. Ça va, On va commencer. Ça va pour vous. Donc bonjour à tous et merci d'être encore là avant de partir en vacances. Merci à Audrey Schex, Pauline Casanova, à toute l'équipe du Musée de la Grande Guerre. Merci au professeur François Cochet pour sa confiance renouvelée. David Mitzimaker, dont le travail, l'inlassable relais entre nos structures. Et puis je voudrais qu'on remercie aussi Lucie Bergon, qui a fait une partie des recherches sur ce travail qui avait été prévu pour 2020, la première fois. Et donc elle est partie dans de nouvelles fonctions, mais donc on lui doit aussi une partie des recherches qu'on va vous présenter ici. Donc c'est donc une nouvelle fois en parcourant les fonds des archives départementales de Seine-et-Marne que nous illustrerons le thème annuel de l'université d'été du musée de la Grande Guerre. Nous sommes bien entendu partis du sujet des troupes coloniales, que nous avons ensuite étendu à celui des travailleurs venus des colonies, mais aussi à ceux des pays voisins, pour in fine nous intéresser aux étrangers présents sur le sol du département pendant la guerre. Tous ces gens, des hommes et des femmes, qu'ils soient les bienvenus ou pas, ont été placés sous surveillance. Et donc on laissait des traces dans les archives des diverses administrations. Et en voici quelques exemples. Alors, on va commencer par les soldats coloniaux lors de la première bataille de la Marne, puisque le département de Seine-et-Marne a été théâtre du conflit dès septembre 1914. Et on a quelques traces à travers des illustrations essentiellement issues de la presse. Comme ici, donc, les soldats qui proviennent des colonies se sont illustrés dès le début de la guerre, donc durant cette première bataille de la Marne. On a ici, par exemple, l'illustration de tirailleurs marocains qui font la une du journal Le Miroir du 20 septembre 1914. Et parmi eux, on sait que la brigade marocaine a joué un rôle essentiel lors de la bataille de l'Ourcq, aux côtés de soldats brillards. Les cartes postales jouent aussi un rôle important dans la diffusion des images de l'implication des troupes coloniales dans cette bataille. Alors cette carte postale, qui est aussi légendée en anglais, rappelle que ce secteur de la bataille de la Marne a vu combattre soldats français, dont la brigade marocaine, mais aussi les Britanniques. Alors cette image véhicule l'image de tirailleurs qui agissent comme des pillards, qui se partagent le butin. Et à l'inverse, on a également, à l'opposé, ces tirailleurs marocains qui soignent un blessé allemand. Ils font preuve ici d'humanité. Un tirailleur accroupi, d'ailleurs, porte une décoration qui est visible, la médaille commémorative du Maroc. Autre illustration ici, ces combats qui sont vite entrés dans la légende, comme le miracle de la Marne, est devenu un objet de curiosité, de recueillement et de mémoire, même encore récemment avec l'installation d'une stèle en 2017 à Choconin-Neufmontier. Les tirailleurs de la brigade marocaine qui ont participé à la bataille de l'Ourcq sont ici représentés en couleur. Vous retrouvez cet uniforme dans l'exposition temporaire et on constatera d'ailleurs que l'uniforme est plus adapté à la guerre dans des blés moissonnés du début de l'automne 1914 que celui des soldats métropolitains. Oui, la presse, on le voit, est un outil majeur de la découverte de l'autre en Seine-et-Marne pendant la Grande Guerre. Sur le site des archives départementales, vous trouverez un onglet « Presse ancienne ». Cet onglet va vous donner accès à 5 journaux qui ont été numérisés. Le Briard, le Démocrate de Seine-et-Marne, la République de Seine-et-Marne, le Progrès de Seine-et-Marne et le Publicateur de l'arrondissement de Meaux. L'Abeille de Fontainebleau, qui est un journal centenaire, et lui, on l'a dans nos collections, mais il est numérisé sur Gallica. Dans tous les cas, vous le voyez ici, j'ai laissé le surlignage jaune. On peut utiliser des mots-clés pour faire des recherches, et puis on va donner des dates. Sinon, on va avoir 100 ans de journaux, et c'est peut-être difficile à utiliser. Et donc, j'ai commencé par le terme « tirailleur », et je suis tombé là sur l'image caricaturale d'une dizaine de tirailleurs sénégalais du plus beau noir, partant en convalescence, se rendaient l'autre jour à pied à la gare. Comme c'était l'heure de la sortie de l'école, ils étaient escortés par de nombreux gamins. Les premiers qui furent soignés à Melun avaient été conduits en voiture à la gare à la sortie de l'hôpital. Donc les tirailleurs sénégalais n'ont pas combattu en Seine-et-Marne
En septembre 1914, en revanche, ils sont nombreux dans les hôpitaux. Si les soldats des colonies ne font pas souvent la une, ils se retrouvent très souvent dans les brèves, comme ici Sambo, un tirailleur sénégalais. Et on va retrouver ce que Julie Dandiren a dit tout à l'heure sur ce parler qu'on a dit aussi petit nègre, hein, moyadi. Le parler tirailleur, le moyadi. Et donc là, c'est pour montrer qu'un tirailleur sénégalais est un roublard, parce que par le biais d'une prière, il va récupérer un dindon, et ce n'est pas Dieu qui va lui donner le dindon, c'est lui qui va aller chercher le dindon, comme s'il y avait une supériorité, hein, une comparaison du Dieu des chrétiens et du Dieu des musulmans. Ali, mon ami, là on est vraiment dans le parler caricatural. Là c'est dans Le Briard toujours, le courrier de Brie-Contrebert, on est le 17 avril 1915. Alors là le récit est long, je ne vais pas vous le lire complètement, mais il est rédigé entièrement avec ce parler. Donc ça reprend le dialogue entre un tirailleur du 2e régiment, Ali Ben Mohamed, et son capitaine. J'en extrais qu'une phrase. Hein. Ali, mon ami, si t'es un homme, par Allah et Mahomet le Koraïchite, t'y vas descendre, tout de suite padrouille, et aussitôt j'y fais taf, 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 tous tombés. Et donc tout le texte est rédigé de cette façon-là. Alors, dans quel but? Est-ce que c'est pour montrer ce parler tirailleur à la population briarde, qui elle aussi aurait pu nécessiter des sous-titres à l'époque. Hein. Alors, on va retrouver d'autres images caricaturales. Là, on ne va pas vous lire le texte, bien entendu, il est trop long. Mais on a donc ces tirailleurs qui vont à la mort comme à une fête. Cette fois, on va montrer l'image dans les journaux de tirailleurs qui sont très courageux. Ils criaient, dansaient, chantaient, agitaient leurs fusils comme pour une fantasia. Dès la sortie de la ville, les braves turcos s'élancèrent comme une troupe diabolique échappée de l'enfer sur les batteries allemandes. Ils chargeaient en poussant des hurlements, des cris gutturaux aigus. Les Allemands, en voyant ces faces grimaçantes et ce vertigineux élan, ne reculèrent que de quelques pas et par des fusillades répétées éclaircirent les rangs des tirailleurs. Alors, ces textes ne sont pas forcément spécifiques à la Seine-et-Marne, ils couvrent d'autres journaux de l'époque. À Coulommiers, encore une image caricaturale, j'ai appelé ça le sourire banania parce qu'on va à nouveau faire référence aux dents blanches de nos bons noirs, des tirailleurs sénégalais, avec qui riait à ces préparatifs prometteurs. « Il y a bon ce soir », on se rappelle de ce slogan qu'un grand intellectuel français voulait effacer de tous les murs de France. Même chose ici, il y en a bon major, dans le Démocrate, c'est un journal de Coulommiers, à propos des tirailleurs marocains cette fois, avec un petit extrait qui montre là une forme d'apprentissage de la culture indigène, en tout cas là, arabe, auprès de la société française. François Cochet parlait tout à l'heure de l'hygiène des Français. Là, on a exactement l'inverse. Il ne faut pas croire que les Arabes et surtout les Marocains soient sales. En arrivant à l'ambulance, beaucoup d'entre eux réclament du savon, de la poudre dentifrice, comme des gentlemen. Ils demandent, et c'est à la fois une coutume qu'ils retrouvent et un luxe pour eux, s'il y a un hammam. Eh bien, ils en ont un. C'est tout simplement une salle de douche avec eau très chaude installée dans l'ambulance et de vastes baquets. Il faut croire que le confortable est réel puisque les officiers en usent largement. Tout près d'ici, Poincy, plus 3 ou 4 kilomètres du musée de la Grande Guerre, on va voir cette fois des tirailleurs malgaches qui sont présents lors d'un événement caritatif. On a vu aussi des photos ce matin sur ce sujet. Et donc, ils participent à un événement caritatif, non pas à destination des tirailleurs, mais à destination des orphelins des troupes métropolitaines. Il n'y a pas que la presse qui colporte des clichés, je vais le dire comme ça. On dispose aux archives départementales d'une très belle série de cahiers de classe de Suzanne Mouffron. On est à Trezy-le-Velay, dans le sud du département. Elle est la fille des propriétaires d'une tuilerie qui travaillait pour la Défense nationale.
Et donc il y a tous ces cahiers début des années 1910, 1920, quelque chose comme ça. Suzanne est née en 1906 et elle fait un devoir. Ce devoir, ce n'est pas elle qui le décide, hein, ce n'est pas une rédaction, c'est un devoir qui est imposé par l'institutrice. Le sujet, la négresse. La négresse est légère, inconstante, gaie, rieuse, amoureuse du plaisir, folle de danse, de tapage, de parures bizarres et éclatantes. Vaniteuse à l'excès, elle éprouve le besoin de montrer sa supériorité, mais cependant, elle est familière avec tout le monde. Elle est bonne et hospitalière, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une tendance invincible au larcin et à la chicane. Je passe l'ensemble du devoir. Suzanne a quand même eu 9 sur 10. Alors on le voit, la presse diffuse ces clichés. Elle se fait aussi, ce que disait Julie Vandurin, l'écho des débordements qui sont craints par la population. Et on retrouve l'image de ces débordements dans les colonnes de la presse, pour continuer avec. Comme ici, dans le Briard du 9 mai 1917, où est évoqué le double meurtre commis sur un sergent et un caporal par un tirailleur sénégalais ivre, l'ivresse étant bien évidemment mis en avant. Ou encore, ici, 2 journaux qui se font le récit d'un viol d'une femme de 30 ans commis par 2 tirailleurs indigènes. C'est le même événement traité par 2 journaux différents. Donc le Démocrate de Seine-et-Marne du 3 novembre 1917 à droite et le Briard du 9 novembre à gauche. Autre image aussi, ici, le viol d'un ouvrier agricole de 15 ans. Et pour autant, il ne faut pas tomber dans le piège d'un miroir grossissant, rapporté par cette presse, qui ferait des tirailleurs des agresseurs en série. En l'occurrence, même si c'est un travail en cours, eh bien, les faits divers qui les concernent sont assez rares parmi les archives. Les tirailleurs peuvent d'ailleurs être aussi les victimes d'accidents, comme ici un soldat arabe tué par un motocycliste américain. On a ici la description en détail de cet accident de la route qui est rappelé. Et par ailleurs, eh bien, l'une des plus grandes traces que l'on retrouve de ces coloniaux dans nos archives, qui sont essentiellement des archives publiques, ce sont celles des hôpitaux. Oui, alors là, on a des archives très abondantes et on va quitter un petit peu la presse, quoique, on va y revenir un petit peu. Dès le novembre 1914, donc on est au début du conflit, la République de Seine-et-Marne fait état d'un incident mettant en cause Marocains et Allemands. Donc des blessés allemands, transportés à l'hôpital de l'école Saint-Aspect, donc à Melun, ne purent y rester. Il y avait en effet dans cet établissement des tirailleurs marocains que la vue des Boches mit dans une grande fureur. Les blessés allemands ont été transférés dans un autre hôpital militaire, dans l'école normale d'instituteurs. Alors, des photos d'hôpitaux militaires sont assez connues. Ici, c'est donc l'hôpital temporaire numéro 12, qui est dans l'école normale d'instituteurs de Melun. Donc la photo date de 1915. Et on peut y voir donc des médecins, des infirmiers, des infirmières, des blessés en cours de soins, etc. Parmi ces blessés, 3 tirailleurs algériens, dont 2 sont placés au centre, c'est-à-dire aux places d'honneur. Ils sont les 2 seuls à porter leur décoration, la médaille militaire pour l'un et l'autre est décoré. Alors, soit c'est la médaille commémorative du Maroc, soit une autre décoration que je n'ai pas pu identifier. Enfin, quoi qu'il en soit, ce sont des héros par rapport aux autres soldats qui, eux, ne sont que, avec des guillemets importants, hein, des mobilisés. Donc sur cette photo, au moins sur cette photo, les soldats des colonies ou les soldats de métropole sont considérés comme des frères d'armes et sans distinction. Même chose, alors là on est à l'hôpital auxiliaire numéro 21 qui est à Meaux. Ce sont les photos du fonds de Germaine Michel, donc une infirmière qu'on a présentée l'année dernière, peut-être que certains s'en souviennent. Elle était infirmière avec sa sœur et sa mère. Germaine Michel a fait même les 2 guerres mondiales, elle a enjambé le conflit. Et donc là aussi, on va retrouver, alors en bas à droite, ça doit être un zouave, mais en haut à gauche, il s'agit d'un tirailleur certainement algérien. Lors de l'arrivée des troupes allemandes en fin août 1914, les
il a fallu évacuer les hôpitaux militaires de Seine-et-Marne, qui étaient dans la zone des armées. Et donc, ici, c'est l'hôpital militaire, j'ai oublié le numéro, mais qui est dans l'hôtel Savoie d'Avon. En fait, c'est aussi Fontainebleau, c'est comme ça qu'on le connaît surtout. Et donc, les blessés transportables, mais les autres aussi, ça a été plus compliqué, ont été embarqués dans des trains à destination du centre de la France, où ils sont restés quelques semaines. Et là aussi, on retrouve les chéchias caractéristiques des zouaves et des tirailleurs, et mélangés évidemment aux képis des différents soldats de métropole. Alors, on va retrouver aussi des anecdotes dans les journaux. Ici, c'est un infirmier anamite. C'est-à-dire qu'on a aussi des étrangers qui ne sont pas soldats, enfin, en tout cas pas des malades soignés dans les hôpitaux. On a aussi un infirmier anamite, Wang Tronglin, de l'hôpital 80 à Coulommiers. Alors l'anecdote, c'est qu'il a trouvé une petite montre de dame. C'est intéressant parce que ce matin, on entendait le côté féminisation de ces tirailleurs. Et il a une montre de dame qui s'est empressé de déposer au commissariat de police. Donc c'est un acte d'honnêteté. Et puis quelques jours plus tard, on se rend compte que cet infirmier n'a pas trouvé la montre d'une dame, c'était sa montre. Mais lui, ce qu'il cherchait, c'était un horloger. N'ayant pas pu se faire comprendre, on l'a emmené au commissariat et il a déposé la montre au commissariat. Et donc le journal lui enlève les félicitations qu'il avait obtenues 3 jours plus tôt. Au moins, cet épisode a permis d'en garder une trace, puisque nous n'avons pas retrouvé dans nos archives ces hommes des services auxiliaires. Alors, parmi les archives, on a un certain nombre de documents relatifs à l'organisation de journées de soutien, et notamment de la journée de l'armée d'Afrique et des troupes coloniales. Certaines, j'ai eu plaisir de voir elles sont également dans les vitrines de l'exposition temporaire. Alors, cette journée de soutien est organisée à l'initiative du gouvernement sur l'ensemble du territoire national et colonial, et dans le contexte de la lassitude de 1917. On est en mai 1917. Les causes de cette lassitude sont multiples et elles touchent également le territoire colonial. Cette lettre vient du Comité de secours national et va solliciter la participation du préfet de Seine-et-Marne pour cette collecte financière dont le produit est destiné à soutenir les œuvres d'assistance aux troupes coloniales et à leurs familles. Alors, les lots sont financés par de nombreuses banques, métropolitaines comme coloniales. On a notamment, par exemple, des banques d'Algérie, d'Indochine, du Maroc, et même la Banque de l'Afrique occidentale qui va payer les lots. Alors, à l'image de toutes les journées du poilu, des demoiselles quêteuses ou des enfants vont collecter de l'argent dans chaque commune et en donnant des insignes en carton, ici représentant des soldats des troupes coloniales, pour des contributions qui peuvent aller entre 10 et 45 centimes. Et la propagande officielle va aussi accompagner cette opération de publication de cartes postales gratuites qui seront destinées aux enfants, ainsi que l'organisation d'une tombola avec la vente de billets. Donc nous avons encore un carnet remis pour chaque contribution de 50 centimes. Alors la journée va être établie à l'échelle nationale le 10 juin 1917, mais en Seine-et-Marne, elles seront organisées beaucoup plus tardivement, au cours de plusieurs journées en juillet. Ça fait suite à des discussions entre le comité et la préfecture. La raison en est très simple, c'est que fin mai, il y a eu des journées dites des journées de Seine-et-Marne qui avaient permis de collecter plus de 200 000 francs au sein du département, ce qui sont des sommes assez considérables. Et on suppose que le décalage voulait probablement assurer un étalement des sollicitations de la population et donc pour en favoriser les contributions. Malgré tout, l'effet est assez mitigé. À l'image alors dans nos archives, on a retrouvé pour l'arrondissement de Coulommiers, on n'a pas les chiffres de tous les lieux, environ 4 815 francs pour l'ensemble de l'arrondissement, donc pour vous donner un ordre d'idée. Mais bon, la participation n'est néanmoins pas nulle. On voit l'implication ici de bénévoles, essentiellement féminines, et de quelques écoles qui est encore relatée dans la presse, le Démocrate du 14 juillet, ici. Avec les sommes obtenues qui sont certes modestes, mais qui font preuve d'un soutien à cette initiative en faveur des soldats des troupes coloniales. Il y aura d'autres journées semblables en avril 1918. Alors, on va revenir rapidement sur la présence de soldats coloniaux
puisque ça a déjà été dit ce matin, mais les étrangers sont un soutien à l'effort de guerre. Et la Seine-et-Marne ne fait pas exception. En l'occurrence, alors, je vais juste revenir sur le recours à la main-d'œuvre étrangère est habituel en Seine-et-Marne depuis le milieu du 19e siècle. Elle a une main-d'œuvre étrangère, notamment dans l'industrie et fortement dans l'agriculture, puisque de façon saisonnière, on a environ 8000 Belges, à peu près 200 Polonais, des Luxembourgeois et des Suisses qui transitent régulièrement pour les moissons ou les betteraves. La guerre va réduire considérablement le recours à cette main-d'œuvre, mais néanmoins, elle ne disparaîtra pas complètement. Et vous avez ici notamment une carte d'identité du Suisse Christian Kaufmann, âgé de 36 ans, et qui va passer, on le voit, dans différentes fermes au cours de l'année 1916. Ou encore, nous avons ici, cas particulier pour la zone désarmée, puisqu'une partie du département de Seine-et-Marne est zone désarmée, le récépissé de remise d'un carnet d'étrangers qui est signé par le maire, puisque c'était la procédure, ou le commissariat, en l'occurrence c'est le maire, validé par les autorités militaires et qui permet à cet ouvrier agricole belge, Jean Van Steenkist, de travailler dans la zone désarmée durant l'été 1917 et aussi pendant l'hiver 1918. Alors, à ces étrangers qui sont coutumiers des Seine-et-Marnais, vont s'adjoindre à partir de novembre 1916 le recours à des prisonniers de guerre allemands. Alors en l'occurrence, j'ai restreint à ce document-là, puisqu'on est pris par le temps, mais dans les correspondances, les exploitants agricoles réclament cette aide, réclament ce soutien. Et cette aide militaire va être obtenue notamment grâce à la persévérance du préfet d'Autrem et l'appui de plusieurs parlementaires, des députés Lugol notamment, qui, face à la réduction des effectifs agricoles suite à l'appel des classes successifs, vont insister pour obtenir une convention qui sera signée en novembre 1916 entre le préfet et le commandement de la 5e région qui est basée à Orléans pour pouvoir pourvoir la Seine-et-Marne en prisonniers de guerre. Alors en l'occurrence, 2650 prisonniers de guerre seront répartis dans les communes de Seine-et-Marne en 1917. Ils seront au total 2492. C'est le chiffre que vous avez ici avec une répartition par commune. Dans les faits, la Convention prévoit que le logement, le chauffage, l'habillement, tout ça soit pris à la charge de l'employeur et une indemnité est prévue. Il y a un petit salaire qui est prévu à raison de 90 centimes par jour et par prisonnier. Et des tâches confiées. Alors on en a vu quelques illustrations à travers les différentes interventions de la journée. Le curage de cours d'eau, en l'occurrence, là c'est spécifique pour éviter notamment des débordements qui seraient néfastes aux cultures seine-et-marnaises. Des coupes de bois. Et puis surtout, évidemment, le moisson, le battage, le pressage des céréales, l'arrachage des betteraves. Et ce qu'on retrouve aussi dans l'industrie, puisque c'est majoritairement les râperies et les sucreries qui vont faire appel à cette main-d'œuvre. Pour le renfort de la main-d'œuvre issue des colonies, c'est aussi en 1917 que ça se fait essentiellement. Et c'est la main-d'œuvre agricole coloniale affectée en Seine-et-Marne sera exclusivement tunisienne. On retrouve 425 Tunisiens en 1917 et 538 qui sont listés ici. Alors, je ne vous ai évidemment pas mis toute la liste. Alors, malheureusement, on a eu du mal à retrouver ces informations dans les archives. Elles sont en fait intercalées, elles sont traitées par les services départementaux de l'armée et la préfecture en même temps que les prisonniers de guerre. Donc ces dossiers-là sont mélangés. On a essentiellement des dossiers qui sont statistiques avec des répartitions par chiffres, mais assez peu de noms et on n'a pas retrouvé encore de convention ou d'indication sur les conditions matérielles de l'hébergement, mais on sait en tout cas que certains hommes sont seuls. Donc on a d'ailleurs là ici un cas isolé à Champenel, à Villiers-Saint-Georges, voilà, par exemple. D'autres forment des petites équipes d'une dizaine en moyenne, c'est assez variable, mais ça peut monter jusqu'à 60. Le groupe le plus important fait 64 Tunisiens à Nanteau-sur-Lunain, dans une ferme qui appartient à la famille Le Sieur. Et par ailleurs, on a dans les rapports du préfet d'Autrem une mention qui indique la main-d'œuvre des détachés et des prisonniers était surtout appréciée des agriculteurs. Les Tunisiens, peu prisés au début, mais avec de bons cadres, ont donné également satisfaction à leurs employeurs.
Et en effet, les archives mentionnent ici l'encadrement de certains groupes par des militaires, des sergents pour la plupart, comme ici le sergent Maison et Tellier dans le secteur de Provins. Voilà. Alors, grâce aux archives communales déposées, ce dont on a déjà évoqué, on sait que ces Tunisiens eh bien, ne sont pas seulement des travailleurs, mais sont aussi des élèves, puisqu'on a sur cet extrait de la délibération du conseil municipal de Nanteau-sur-Lunain, où il y a d'ailleurs une ferme importante qui embauche des Tunisiens. Cette délibération date du 26 mai 1918 et nous dit « Le président informe l'Assemblée que 7 travailleurs tunisiens employés dans la commune, ayant demandé à apprendre à lire et écrire le français, a chargé Madame Veuve Garnier, institutrice intérimaire, de leur faire cours. Il a été constaté que ces élèves adultes répondent par leur travail et leur assiduité au dévouement apporté par leurs professeurs. Le conseil municipal, considérant le but éminemment patriotique et utilitaire de ces cours, fait à ses protégés français émet un avis très favorable. En l'occurrence, cette institutrice sera récompensée de son investissement auprès de ces Tunisiens. Ce qui a été évoqué par M. Klein et Mme Dandrin. Alors, aussi évoqué par Mme Dandurin, l'arrivée des Tunisiens, des travailleurs tunisiens, s'accompagne de contraintes sanitaires. On en a un exemple ici, avec une lettre du maire de Logne qui écrit au préfet en juillet 1917, donc c'est vraiment le premier été où arrive cette première vague de travailleurs tunisiens, pour l'informer qu'une équipe de travailleurs est arrivée dans la commune pour travailler chez M. Meunier, donc celui de la chocolaterie Noisienne, qui possède aussi une ferme, et qui rassure le préfet en lui précisant que ces hommes ont bien été vaccinés contre la variole à Tunis, que les rappels ont été faits à Marseille et que les autorités civiles comme militaires eh bien, soient rassurées puisque la crainte des maladies épidémiques, on l'a vu, est importante. Alors, sur cette prise en charge justement des médicales, une prise en charge médicale est organisée et on a l'exemple notamment de l'assistance médicale gratuite qui n'est pas réservée qu'aux seuls indigents métropolitains en Seine-et-Marnais, mais les travailleurs étrangers indigents aux champs ou dans les usines peuvent relever de cette aide médicale gratuite. Et on a un exemple ici avec le cas de Mohamed Belkacem Ben Abbas Alida, qui a été soigné à la Fondation Pereire à Tournan-en-Brie. Il avait été atteint d'une maladie pulmonaire et il est décédé d'ailleurs dans la clinique. Et eh bien, l'intégralité de ses frais d'hospitalisation ont été pris en charge. D'ailleurs, une petite image de cette fondation. Des soldats coloniaux ainsi que des combattants étrangers sont morts en Seine-et-Marne et beaucoup y sont encore inhumés. Le Briard évoque un sujet qui a été déjà mis en avant aujourd'hui. Là, on est le 11 novembre 1914, donc on est très peu de temps après la bataille de l'Ourcq. Et le Briard dit « Les paysans qui préparent déjà les récoltes futures ont respecté le sommeil de nos braves soldats en faisant faire à la charrue un détour pour qu'ils continuent de dormir au milieu des blés de Messidor prochain. Et sur cette tombe, la foule mélancolique est venue déposer des brassées de fleurs, pieux souvenirs à la mémoire des braves fantassins, zouaves et tirailleurs de la division du Maroc, qui ont si généreusement donné leur vie pour la défense du sol sacré. » Des morts donc, lors de la bataille elle-même, mais il y a surtout des morts dans les hôpitaux. Et lorsque la presse reprend son fonctionnement normal, donc en novembre 1914, mais on a ça jusqu'en 1918, toutes les semaines, ce sont des hebdomadaires, les journaux seine-et-marnais pour la plupart. Donc on va voir, au gré de ces rubriques nécrologiques, la mort de tirailleurs malgaches, de tirailleurs tonkinois, de tirailleurs sénégalais, de tirailleurs arabes, sans préciser si c'est un Algérien, un Tunisien ou un Marocain. Ici, donc, la même journée, à Melun, on est en août 1918, dans le même journal, donc on voit la mort d'un tirailleur marocain, d'un soldat métropolitain du 501e régiment de chars, et puis de 3 prisonniers allemands. Donc la mort frappe tout le monde, et je ne parle même pas ici des civils. Ceci conduit au respect des sépultures, et notamment les obsèques musulmanes qui sont
là aussi expliqué dans la presse comme si c'était quelque chose de... Enfin, c'était inconnu. Et donc le rituel ici d'une inhumation de Tunisiens est détaillé. Donc on est en janvier 1917 et il y a même des articles d'une demi-page à Provins en 1918 qui racontent la même chose. Là, on est beaucoup plus tard, en 1921. Le ministère constate avec consternation en fait, que des croix ont été posées sur des tombes musulmanes. Et donc est envoyé un vadémécum, un comment enterrer un soldat musulman dans le rituel de l'islam et aussi le respect de l'ancien combattant. Alors, il y a une de ces stèles qui est dans l'exposition au-dessus. Et donc, le texte est bien précisé et puis l'orientation de l'inhumation aussi. 1921, donc le sujet n'était pas encore réglé. Alors, essentielle source dans nos fonds, la surveillance des étrangers, puisque avec le déclenchement de la guerre, tout étranger devient suspect et par conséquent, une surveillance va être accrue. Alors, les étrangers ressortissants des pays en guerre contre la France, particulièrement, sont arrêtés dès le début du conflit. On a sur cette liste qui sont précisés les lieux de naissance et de nationalité. On a notamment sur cette liste-là 9 Allemands et 7 Autrichiens, par exemple. Mais aussi la profession des gens, des ouvriers, des artisans. En décembre 1914, ces personnes qui seront arrêtées sont ensuite évacuées de Melun vers Saint-Vaast-la-Hougue et plus précisément sur l'île de Tatiou. Voilà. Sur cette liste, on trouve souvent des femmes. Par exemple, Rose Juliette Guérin, Sarah Carpentier, Philippine Coupe ou Anne Obrecht, pour citer celle-ci. Alors, les 3 dernières de la liste sont nées allemandes. Les 2 premières, Rose et Sarah, qui sont nées à Paris, sont étrangères parce qu'elles ont épousé des étrangers. Et toutes seront arrêtées et évacuées vers Angers. Donc, on a leur nom dans les listes puisqu'elles transitent. Tous ces étrangers ne sont pas des ressortissants de pays ennemis. Nombreux sont aussi ceux qui viennent des pays voisins, alliés ou neutres. Par exemple, à Maison-de-Celle-en-Brie, alors je vais agrandir un petit peu, on a des Belges, un Italien, 10 Suisses qui sont recensés, des travailleurs agricoles, notamment beaucoup de vacher suisses, on en a parlé tout à l'heure. Et le maire précise, tous ces étrangers sont occupés dans les fermes, soit comme vachers ou ouvriers agricoles. Ils vivent en général à l'écart des événements, ne s'occupant que de leur travail. Aucun d'eux ne paraît suspect au point de vue national. Et on voit bien, c'est ça qui est au cœur de cette surveillance. Et ces étrangers, par ailleurs, sont indispensables à l'économie agricole, à l'économie de la commune et du département. On l'a déjà vu. À Pommeuse, nous sommes toujours dans l'arrondissement de Coulommiers, résident également donc là deux Allemandes, 6 Belges, 3 Espagnols, un Italien, 4 Suisses et un Turc. Et en l'occurrence, on s'est intéressé plus précisément à ce Turc que je vous ai agrandi, Maksoudé Ousepian, qui est un Arménien de Constantinople. Il est arrivé en France en 1900, il vit de ses rentes et il est noté comme très sympathique pour la France. Donc on a aussi quelques considérations, quelques commentaires. 2 Allemandes aussi, qui sont veuves pour l'une d'un Allemand et de l'autre une Alsacienne. Mais elles sont âgées, elles ne sont pas considérées comme suspectes ici. Je vais passer pour pas perdre de temps. Par ailleurs, on a dans les listes préfectorales des ressortissants des puissances contre lesquelles la France est en guerre encore, par commune, par canton, par arrondissement. Ici, on a pris le canton de Fontainebleau, où on compte 4 Allemands proprement dit, 1 Polonais autrichien, 2 Tchèques, 2 Ottomans et surtout 23 Alsaciens lorrains. On y reviendra, la surveillance des Alsaciens lorrains fait l'objet d'une particularité. Une communauté polonaise aussi, on en a déjà parlé aussi, réside à La Ferté-sous-Jouarre. Pour montrer ici, sur la liste, ils apparaissent 10 personnes. On a dit que les saisonniers, on avait environ 200 qui transitaient. On le retrouve dans certaines listes de surveillance. Ici, venu de la région de Cracovie ou de la ville d'Olesza, en Galicie. Une région peuplée de l'actuelle Ukraine. 2 femmes se trouvent parmi eux et encore 17 Alsaciens lorrains qui sont recensés. Ils sont en résidence libre avec permis de séjour ou carte tricolore, une petite mention sur laquelle on reviendra.
En effet, une note du ministère de l'Intérieur, ici, datée de mars 1915, classe les Alsaciens-Lorrains en 3 catégories. Catégorie 0, otages arrêtés par l'autorité militaire. Catégorie 1, les Alsaciens-Lorrains à l'attitude douteuse, qui doivent se présenter périodiquement à la police. Ou la catégorie numéro 2, les Alsaciens-Lorrains purs, reconnus d'origine française et de sentiment français. Ceux-ci ont droit à un certificat tricolore, comme ici on a retrouvé celui de Victor Évrard, un cultivateur de 38 ans, qui pourtant a refusé de s'engager dans l'armée française, mais on a dans les traces cette carte et sa photo. Alors, combien d'étrangers en Seine-et-Marne au total, début 1916 ? Les maires recensent, les fonctionnaires comptent, classent, additionnent. Et sur ce brouillon, on a 6655 étrangers appartenant à 27 nationalités qui ont été dénombrés. Donc, sans surprise, bon, les Belges sont les plus nombreux, suivis par les ressortissants des pays frontaliers, Suisse, Italien, Espagnol, Luxembourgeois, voilà. Et les ressortissants de pays ennemis, qui, nous l'avons vu, sont recensés à part. Alors, pour finaliser cette intervention, on va détailler un cas très spécifique. Oui, je voulais terminer cette intervention avec un cas intéressant et local, qui est le camp de triage de Fleury-en-Bière, qu'on avait un petit peu effleuré l'année dernière. Donc, Fleury-en-Bière, c'est un village situé à une quinzaine de kilomètres de Melun, proche de Milly-la-Forêt. On s'y rend avec une petite voie ferrée du programme Fraissinet, qui a été inauguré en 1910. Le camp lui-même est installé donc dans un bâtiment du XVIIIe siècle qui a longtemps servi d'école pour les filles de la Charité. Donc, dans ce lieu, des dortoirs de l'ancien internat sont transformés en chambrées. Il y a un étage pour les hommes, un étage pour les femmes et les enfants. La maison est entourée de murs et dans la cour devant, il y a des latrines, un jardin à l'arrière. La maison appartient à Martine de Bréhac, comtesse de Béarn, qui est aussi la propriétaire du château de Fleury, qui est magnifique. En face, une maison qui sert de poste de garde. On peut y mettre 12 gardiens. Ils appartiennent au 31e régiment d'infanterie de Melun. Cette maison appartient à M. Monceau, qui lui tient un bazar à Sucy-en-Brie. Alors, le document fondateur de ce camp date du 19 mars 1915. Les services de l'arrière et les préfets de la zone des armées prescrivent fréquemment l'évacuation et la remise à la sûreté générale, donc à la police, de personnes arrêtées à divers titres, sans motif suffisant toutefois pour les déférer à un conseil de guerre, dont le maintien dans la région semble présenter des dangers ou des inconvénients. Ces personnes sont soit des Austro-Allemands arrêtés sur le territoire français, soit des Alsaciens-Lorrains dont l'origine et les sentiments français ne sont pas établis, soit des Français ou neutres, considérés comme suspects ou douteux par l'autorité militaire. Alors, plusieurs camps de ce type ont été créés, donc à Besançon, Blanzy, Fleury-en-Bière et La Ferté-Macé. Ce camp n'est pas du tout secret, puisque un article lui est consacré dans un journal que je ne connaissais pas, qui s'appelle La Victoire, du 24 novembre 1917. Et dans ce journal, vous connaissez Fleury-en-Bière, un charmant village aux abords de la forêt de Fontainebleau, appartenant à la comtesse de Béarn. Ces évacués, que font-ils? Rien ou des choses à peu près inutiles. Outre ces prisonniers chez qui l'inaction engendre le désespoir, la neurasthénie et même la folie, il y a des centaines de soldats qui font office de gardiens et qui ne s'amusent pas davantage. La nourriture est relativement bonne, sauf que les prisonniers reçoivent 50 grammes de viande au lieu de 150 et que leur nourriture est brûlée parce que la marmite est fêlée. L'hygiène est bonne également, sauf que les paillasses sont infectes et que les cabinets sont toujours bouchés. Alors, le préfet est piqué au vif, donc il écrit au ministère de l'Intérieur pour se justifier. Alors, il explique que c'est beaucoup d'exagération tout ça. D'abord, il n'y a que 125 places dans le camp, il n'y a que 12 gardiens. Le cuistot n'est pas allemand, mais italien. Mais le reste est en revanche vrai, la marmite est bien fêlée et les cabinets sont bouchés. Il y avait donc une taupe, certainement. Alors, ce camp, c'est là que ça devient moins drôle. Ce camp est un camp de triage ou un dépôt. Dans le vocabulaire courant de l'époque, on l'appelle camp de concentration. Évidemment, il ne faut pas confondre les deux guerres, mais c'est vrai que ces termes font souvent frémir. Mais c'est le terme utilisé très souvent par l'administration elle-même. Alors, on a les dossiers nominatifs des internés de ce camp, peut-être 3000 personnes. J'ai fait le dépouillement des 518 dossiers des lettres, des noms qui commencent par A, B et C. Donc l'année prochaine, peut-être que je vous raconterai la suite.
des hommes, 198, et des femmes et des enfants qui sont majoritaires. Alors, majoritaire, c'est femmes parce que la plupart des femmes, la plupart, pas toutes, mais c'est une très grande majorité, ce sont des femmes classées femmes de mauvaise vie, de mœurs légères, etc. Le plus souvent, ce sont des prostituées occasionnelles, non recensées, qui vivent dans la zone des armées et qui, pour la plupart aussi, ont fait un séjour avant à l'hôpital de Nanterre parce qu'elles sont atteintes de maladies vénériennes. On a des fiches parfois détaillées, elles sont souvent femmes de soldats, pas forcément veuves, hein, mais femmes de soldats. Et la question de la misère de ces femmes dans la zone des armées peut se poser. En revanche, les internés masculins sont quasiment tous des étrangers. Donc dans les deux cas, on y met des indésirables, hein, des suspects. Alors le classement par nationalité sur les 518 que j'ai dépouillés, hein, on trouve donc 52% de Français, donc beaucoup de Françaises. Et ensuite, les Belges, Allemands, Italiens, Ottomans, alors là j'en reparlerai, des Russes, des Roumains, des Alsaciens, Lorrains, Luxembourgeois, Polonais, Grecs, Autrichiens. Les autres nationalités, il y a des Américains, notamment. Alors la question des nationalités pose toujours problème, parce que qu'est-ce qu'un Polonais, qu'est-ce qu'un Turc Alors un Polonais, on en a un beau là. C'est le problème des Polonais, je suis désolé de toujours écorcher les noms. Gzajowski, donc il est polonais mais de nationalité autrichienne, né en 1874, arrivé en France. Il est illettré dans sa langue et ignore le français. Il est arrivé en 1912 pourtant, donc il est arrêté parce qu'il est étranger tout simplement, et il est suspect, et on allait garder sa carte d'identité. Donc il a été ensuite évacué à Coulonges en Tardenois. Alors que fait-il là? Camille Bernard, un autre exemple, ça c'est un étranger, donc voilà, les dossiers sont souvent composés de ces notices individuelles. Donc il est très représentatif, un luxembourgeois de 35 ans, il réside à Épernay, où il est antiquaire, et il a tenu des propos anti-français. Les Français seront trahis par l'Angleterre et les Russes nous tomberont sur le dos, les Prussiens sont ici le 15 de ce mois, etc. Donc ces propos anti-français qui ont été entendus dans la maison de tolérance par la police, certainement, l'a conduit dans ce camp, et là aussi, il va être, après un petit temps, assez court en général, évacué vers un autre lieu. L'autre, ça peut être Maurice Bloch, un Alsacien, né en 1876. Il est venu en France, il avait 24 ans, à Nancy, puis Paris. Il est boucher, il est arrêté pour avoir commis un petit vol. Il a donné 3 livres de viande à un ami. Et donc, il est arrêté. Il n'est pas français, donc il se retrouve dans le camp de Fleury-en-Bière. Et ce qui fait frémir un peu, c'est la vision de l'autre, c'est dans sa description. Il y a la taille, la couleur des yeux, etc. Mais il y a aussi un profil du nez israélite très prononcé. On est 10 ans après la fin de l'affaire Dreyfus, mais les critères raciaux sont encore présents dans la police. Je passe à Madame Vaughan. Je vais aller vite. Homes Bondotti, un cas qu'on aurait pu voir ce matin aussi. Il est né en Lorraine, mais de parents italiens. Et donc, il arrive en France. Mais alors, quelle est sa nationalité? Il est allemand, il est italien ou il est français? Tout le monde se rejette un petit peu la balle. Les Italiens tranchent la question. Il est né de parents italiens, donc il est italien. Envoyez-le nous. Et donc, la gendarmerie le transfère à la frontière italienne. Et il va se retrouver donc dans l'armée italienne. Mais comme je n'ai pas encore la pratique des sites de type mémoire des hommes en italien, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Blanche Vogel, elle est arrivée... Oui, c'est elle. Elle est étrangère par mariage. Elle a épousé un Portugais. Elle a vécu un peu partout dans le monde. Et se pose la question de que devient cette femme qui, en épousant un Portugais, n'est plus française. Et donc, là aussi, on joue à la balle pour savoir à qui renvoyer le sort de cette personne. Un citoyen américain, William Oscar Lindsay, de Clinton, Iowa. Lui se serait évadé d'un camp allemand. Et il se retrouve en France, on ne connaît pas son statut, et donc en attendant, il est à Fleury-en-Bière, en attendant de trouver une destination. C'était un autre camp dans une abbaye à Pressigné, dans la Sarthe. Ce n'est pas un camp de haute sécurité, hein, on va aller vite. Il y a des évasions assez nombreuses de Fleury-en-Bière, même, oui,
On va mettre le Belge. Un Belge qui a passé par le mur, il est arrivé dans le jardin derrière, il a fait le tour, il a frappé à la porte. Et donc les gardiens ont ouvert. C'était pour plaisanter en disant que bon, c'était peut-être pas l'endroit le mieux protégé du monde. Et donc, oui. Il peut aussi y avoir des détenus politiques. Alors là, on est tellement à la fin de la guerre, en fait, qu'il est dans le camp jusqu'au 5 mai 1919. Lupus Blumenfeld, alors est-il un prisonnier politique? Il est roumain. Il maîtrise toute une série de langues, c'est impressionnant. Le roumain, le hongrois, l'allemand, le français, ainsi que l'hébreu et le yiddish. Et c'est un grand intellectuel, on trouve son nom et ses ouvrages sur Gallica. C'est un traducteur du yiddish en français. Et on est vraiment au début de cette culture en France métropolitaine. Le camp fonctionne toujours après l'armistice. Ici, donc, Michel Kariolis, il est né ottoman, près de Smyrne. Il a servi dans l'armée turque, il a déserté, il s'est engagé dans un régiment grec. Là, il est réfugié en France, condamné pour coups et blessures, sinon il ne lui serait rien arrivé. Il est 2 fois à Fleury-en-Bière. En attendant d'être conduit quelque part, on l'envoie à Marseille, et de Marseille, l'administration va attendre de savoir si on l'envoie dans l'Empire, enfin en Turquie ou en Grèce, en fait, parce que la situation n'est pas précisée. On a des papiers d'identité qui traînent ici, là, une Belge qui a des papiers en allemand parce qu'elle était à Bruxelles pendant la guerre. Et puis, on va terminer avec Marguerite Châtelain. Cette femme vivait dans la région occupée par l'armée allemande. Elle est tombée visiblement amoureuse, même si l'administration ne s'occupe pas tellement de ces mots-là. En tout cas, elle épouse un Allemand, un officier allemand, qu'elle suit à Spire. Et c'est là qu'elle est suspecte, à Spire, lorsque l'armée française d'occupation d'Allemagne, cette fois, constate que cette femme a une drôle de façon de circuler au milieu des armées. Et donc, l'armée va agir de la même façon que pendant la guerre elle-même, donc l'arrêter, les suspecte, conduite à Fleury-en-Bière jusqu'en août 1919. C'est certainement une des dernières détenues du camp de Fleury. Voilà pour cette mise en avant des repérages d'archives dans nos collections des archives départementales de Seine-et-Marne en lien avec les étrangers pendant la Première Guerre mondiale. Vous constaterez la grande majorité des archives publiques, assez peu d'écrits du fort privé, ce qui permet surtout aussi de nuancer la problématique des sources dont évoquée par M. Cochet ce matin, le fait de recourir aux témoignages, le fait de nuancer aussi de cette image qui est véhiculée d'abord par l'autre, enfin les Français métropolitains sur l'autre, justement. L'historiographie est en train de se renouveler. Il y a encore plein de fonds d'archives qui n'ont jamais été exploités, notamment les archives judiciaires. Il y aurait matière, et je pense qu'il réservera encore beaucoup de découvertes à ceux qui prendraient la peine de les regarder. Merci de votre intérêt et...